va recommencer. On a le plaisir d'accueillir donc Anouk Langanais. On avait un petit peu j'ai déjà dit un petit peu ce qu'elle avait comme projet, et donc ça va être concentré en grande partie sur non seulement ses sources, mais aussi sur Cannibal Tour. Alors je crois qu'il n'y en a plus, donc vous avez pu le voir cette semaine. En fait, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que je vais dire. Moi-même, j'ai des doutes. Non, non, je vous promets que ça sera pas trop long parce que j'ai envie d'écouter Stéphane, donc je vais être rapide. Voilà. Donc pourquoi c'est la première fois en fait que se trouvent invités dans un festival les deux Anouk Langanais. C'est-à-dire la paisible enseignante agrégée de lettres modernes dans une université, avec les lunettes. Et phénoménal, non ? Sa jumelle maléfique, donc autrice punk de polar sulfureux. Voilà. Et c'était l'occasion rêvée, en fait, pour moi, de me demander ce que l'une doit à l'autre, et aussi ce que l'une coûte à l'autre. Question que j'ai jamais vraiment eu envie d'affronter. Donc pourquoi ? Parce que justement, cette histoire de rapport aux sources, voilà, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que mon rapport aux sources, quand je suis universitaire, un petit peu, et mon rapport aux sources quand je suis romancière, est-ce qu'ils se nourrissent l'un de l'autre ? Est-ce qu'ils se compliquent la vie ? Voilà. D'où cette idée. Et ce titre que je vous expliquerai peut-être si j'ai le temps, c'est pas grave, c'est un détail. Voilà, donc je vais tenter un petit essai de schizophrénie dialectique avec vous. Je vais partir de l'universitaire qui lit les textes des autres. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui, je pense, m'ont un peu influencé dans ma propre écriture. Et puis après, je vais vous parler un peu de mes névroses d'autrice qui se posent plein de questions sur sa légitimité et sur voilà, avoir des sources, est-ce être un plagiaire ? Enfin, je repense un peu à cette question pour ceux qui étaient là hier que Martine a abordé aussi. Y a-t-il des plagiats ? Voilà. Bon. Donc d'abord, les autres. Je vais d'abord parler des autres, parce que je suis quand même toujours un petit peu plus à l'aise pour ça. Alors, je vais commencer par des polars. Je vais choisir deux exemples de ces auteurs qui sont des enquêteurs. Alors c'est une évidence, hein, je pars du plus évident sans doute. Je vais arrêter de faire semblant que je sais lire sans mes lunettes. Donc le polar, en fait, c'est le dernier refuge du grand roman noir social du 19e. C'est pas tout le polar, hein, mais le polar, parmi son grand éventail de possibilités, il est donc le refuge du roman noir social. Vous savez que par-delà les étiquettes scolaires, si vous regardez bien ce qui rassemble Les Misérables, Le Père Goriot, La Bête humaine, Une vie, La Mare au diable, tout Zola, ce sont des polars en fait, ce sont des romans noirs sociaux. Voilà. Donc ces auteurs et ce roman noir-là, cette tradition littéraire-là, elle avait un rapport très particulier à la presse et au reportage. Ça a été évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler trop. Il se trouve que dans le polar d'aujourd'hui, dans le polar contemporain, le lien avec l'écriture journalistique et le récit de presse se trouve souvent réactivé. Donc j'ai choisi deux exemples. Jean-Hugues Oppel, French Tabloids. Donc c'est un roman écrit publié en 2005 et dont l'action se passe dans le contexte de la campagne électorale qui a vu en 2002 l'extrême droite accéder pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. Et c'était une campagne qui avait été axée tout entière sur le thème de l'insécurité. C'est très banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez nouveau. Donc, en fait, qu'a fait Jean-Hugues Oppel ? Dans son récit, donc c'est un roman, c'est une fiction, c'est un polar. Et il commence chaque chapitre par des titres de presse, une petite compilation de titres de presse authentiques de cette période, donc en suivant cette campagne électorale. Et on voit comment ces titres de presse, qui sont tous de tonalité de plus en plus alarmiste, de plus en plus inquiétante, évoluent. Et après, il y a deux fils narratifs. D'une part, l'histoire d'un homme qui est empêtré dans une situation personnelle insupportable et qui va basculer dans la psychose en s'imprégnant de cette atmosphère anxiogène.
Et puis, d'autre part, en parallèle, des gens influents qui vont instrumentaliser le passage à l'acte de cet homme pour nourrir à nouveau, en retour, la machine de la presse anxiogène. Donc, c'est une très, très jolie démonstration. Voilà, et c'est implacable, et on a vraiment une forme d'escalade. Alors, c'est un roman qui, je disais, qu'il m'a, je pense, influencé. Il m'a influencé dans ma lecture de la presse aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose maintenant, cette espèce de petit signal d'alarme qui résonne en moi. Donc là, Jean-Hugues a vraiment fait ce travail de romancier naturaliste qui participe à une sorte d'éveil de la lucidité et du regard critique de son public. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, Michel Pédiniel. Michel Pédiniel, c'est une autrice qui a écrit 3 romans, qui a publié 3 romans, qui connaît un remarquable succès, donc notamment le 3e, là, qui est sorti en 2021, La patience de l'immortel, est en train d'avoir dans le milieu du polar une carrière fulgurante. C'est un roman qui plaît à tout type de lecteur, qui est formidable. Et Michel vient de la presse. Elle vient de la presse. Elle a été journaliste, donc, et elle a pris ses distances avec celle-ci, bien qu'elle travaille encore pour ce magazine qui s'appelle Retro News. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un magazine de la BNF, qui demande à des écrivains de redonner une forme narrative moderne à des contenus d'archives, en fait. Donc ici, vous avez un exemple, la grève victorieuse des Match Girls anglaises. Voilà, on a demandé à Michel Pédiniel, par exemple, à partir des archives, de lui redonner une forme. Donc, on est entre littérature et presse, vraiment. Alors, Michel a eu la gentillesse de m'écrire une petite lettre quand je lui ai dit que j'allais parler de ça. Je vais juste vous en lire 1 ou 2 extraits, mais je vous la mettrai en entier, donc s'il y a une forme, voilà, je vous la donnerai. Donc elle me dit « Être journaliste a eu une incidence sur le fait d'écrire un roman. Ça m'a empêché, pendant des décennies, d'écrire un roman. Tout ce temps où j'ai dû pisser de la copie selon un format prédéfini en évitant de fictionner m'a convaincu que je n'avais plus aucune imagination. Toutes les histoires de l'enfance s'étaient évadées et il ne restait que du fait brut de la deadline régulière, ainsi que de la logistique pour élever 3 enfants en famille recomposée, un truc assez simple. Bon. Donc sombre constat au départ. Michel, comme moi, semble avoir eu un peu de mal à articuler ces 2 métiers. Mais elle écrit aussi un peu plus bas. Depuis 2017, je travaille pour Retro News et c'est un bonheur de se vautrer dans des millions d'articles numérisés par la BNF. Je rappelle que cette vénérable institution possède un exemplaire de chaque journal paru en France depuis Théophraste de Renaudot et sa Gazette. Bref, de quoi lire jusqu'à la nuit des temps, même si celle-ci risque d'arriver plus vite que prévu et que ma métaphore tombe à l'eau. À Retro News, on m'a rapidement demandé « Ça ne te dérange pas de creuser du côté des conflits sociaux ?» Étonnamment, ça ne me dérangeait pas. Je me suis enfouie dans les archives, j'ai plongé, j'ai fait de la brasse indienne, parfois bu la tasse, mais en tout cas toujours trouvé mon bonheur, même éphémère. Mes moments préférés, les luttes sociales victorieuses, notamment lorsqu'elles sont menées par des femmes. Ça te surprend beaucoup, je suppose. Le truc génial, lorsque tu cherches des papiers pour nourrir ta story, ils appellent ça comme ça dans les tours de François Mitterrand, c'est que tu fais défiler les pages et tu trouves l'extrait pile poil. Et sur la colonne d'à côté, un meurtre étrange, un fait divers sanglant, une citation inattendue qui te fait bien sûr partir sur une autre histoire et perdre du temps et demander du rap dans la deadline. Mais ceci est une autre story, comme ils disent dans les tours de François Mitterrand. C'est en général pendant ces incartades que naissent des idées d'écriture. Voilà. Alors, de fait, dans ces 3 premiers romans, donc l'héroïne de Michel, qui est une détective privée qui lui ressemble furieusement, mène une enquête criminelle qui met en lumière des zones d'ombre qui méritent d'être mises en lumière. Des histoires d'immobilier dans le Vieux-Nice, des histoires de gens qui essayent de passer des frontières dans la vallée de la Roya, des histoires de trafic sordide qui ont des conséquences sur le paysage corse, par exemple, dans La patience de l'immortel. Et le travail d'enquêtrice de Michel donc, vient constituer l'ossature de l'enquête de son héroïne. Il y a vraiment un écho entre l'enquête, bien sûr, l'enquête criminelle et son enquête à elle, de journaliste, en fait. Et c'est la vie trépidante, l'énergie, la forte personnalité de l'héroïne vont embarquer le lecteur dans quelque chose vont incarner vraiment cette quête de vérité. Donc sa curiosité, sa force d'indignation vont être contagieuses et donc elle va permettre à Michel de faire de ses romans la chambre d'écho en fait de tout ce qui lui déplaît dans la vie, sans donner l'impression de quelque chose d'austère.
un petit peu dans l'esprit de ce grand modèle du genre qui est pour moi le romancier américain Carl Hiaasen. Je vais surtout vous parler, moi, de gens peut-être que vous connaissez un peu moins, tant qu'à faire. C'est l'occasion, mais voilà, je pense aussi à cette tradition-là. Quelqu'un d'autre que j'avais envie de convoquer, c'est Pasilina. Arto Pasilina, donc, on sort du polar, mais chez lui, l'articulation entre énergie romanesque et apport documentaire, elle est encore différente. Ça va un peu dans l'esprit de ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la jouissance d'apprendre qui devient, en fait, dans beaucoup de passages, le moteur romanesque. Il n'y a pas à un moment, on a l'impression qu'il a complètement oublié sa propre intrigue, en fait. Il est dans cette jouissance, ce plaisir de partager une connaissance. Et c'est un vrai, chez lui, il arrive à en faire une vraie énergie romanesque. Il va vous apprendre, par exemple, il est dans Le Meunier Hurlant, à restaurer un moulin à aube en bois, si vous voulez. Mais dans d'autres romans, il peut vous apprendre aussi, par exemple, ça peut toujours servir quand même à construire une distillerie sur une île déserte en cas d'accident d'avion. C'est quand même utile, ou à construire une piste d'atterrissage au nord du cercle polaire arctique avec des matériaux qui vont bien, de l'enrober. Il arrive vraiment à faire ça. Alors, c'est pas lui qui a évidemment inventé ça, c'est pas un phénomène nouveau. Et moi, quand je lis Pasilina, je repense à Jules Verne, que je ne renierai jamais, même si je sais que c'est plus la mode. Dont j'ai entendu encore dire dans ce colloque que les descriptions étaient longues. Mais bon sang, c'est ça qui est bon. Voilà, chez Jules Verne, et puis dans la science-fiction de Hard Science aussi, on a encore des romanciers qui jouent ce jeu, qui acceptent. C'est périlleux, et je vais vous dire moi-même après que j'ose pas. Donc, bon. Mais en vrai, en tant que lectrice, mais j'adore ça. C'est totalement jubilatoire, ce moment où même des choses très techniques réussissent à devenir super intéressantes et à devenir un matériau romanesque. C'est pas toujours évident. Il faut que je lise cette histoire de constitution. Donc, voilà. Donc, oui, alors par exemple, comment fait Pasilina? Juste une petite remarque stylistique, histoire qu'on ne prenne pas pour une totale imposture. Je pense que ça passe beaucoup par cette espèce de sensualité un peu à la Giono, de sensualité stylistique, syntaxique même. Il arrive à mettre une espèce à mettre de la sensualité dans des descriptions techniques de manière très très surprenante, dans de la couleur aussi. Bon, j'en écris un peu plus, vous verrez, mais je ne veux pas non plus rentrer trop dans le détail. En tout cas, voilà, il introduit un rapport sensible, un rapport désirant à la connaissance du monde qui nous entoure, une espèce d'érotisme pédagogique presque, si vous me passez l'expression, qui ferait se retourner dans sa tombe ce pauvre Fénelon qui avait tellement peur que son jeune lecteur ne s'ennuie pas assez en lisant les aventures de Télémaque, parce qu'il pensait que quand on ne s'ennuie pas, on n'apprend pas. Je crois qu'il y a encore des gens qui pensent ça. Je sais pas. Donc voilà. Une première catégorie de romanciers dont j'avais envie de parler, mais ce ne sont pas les seuls. Non, ça c'est moi, ça va trop vite. Ça, n'allons pas trop vite vers moi. Parlons un peu des faussaires. Voilà. J'aime bien aussi les faussaires. J'aime bien les gens qui m'apprennent des choses vraies, mais j'aime bien aussi les faussaires. J'aime bien les gens qui jouent avec des univers de référence totalement... qui relèvent d'une vaste escroquerie. Et j'ai choisi de parler de Fab Caro. J'aurais pu parler de Sandras, mais vous connaissez Sandras, j'espère que vous connaissez tous Fab Caro aussi. Dans les carnets du Pérou de Fab Caro, l'auteur commence par une sorte de profession de foi très surprenante. Je vais vous montrer. Voilà, on est vraiment au tout début. Je ne sais pas si vous pouvez lire le texte d'où vous êtes. Moi non plus. Waouh, non, je ne vais pas y arriver. Si, je vais y arriver quand même. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un carnet de voyage. Non, je ne vais pas y arriver, donc je ne vais pas vous le lire, je vais vous dire ce qu'il dit. Tant pis. Non, tu y arrives, toi ? Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un carnet de voyage. Ce périple de 15 jours au Pérou est l'occasion rêvée. Si ce projet intéresse 6 personnes sur Terre, il sera publié l'année de mes 40 ans. J'y vois comme un symbole. C'est peut-être un tournant. Je crois que j'ai passé l'âge de faire des livres d'humour. Et il faut savoir évoluer. Je ne vais quand même pas faire de l'humour jusqu'à 80 ans.
C'est un petit peu louche comme profession de foi. Puis pour le lecteur qui s'est tordu de rire face à l'humour absurde de Fab Carousse, c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu flippant. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette... Et en fait, dès cette première page, les images vont venir un petit peu parasiter le texte. Est-ce que vous voyez tout de suite l'intrus ? Petit exercice, un petit peu d'interactivité. On est au Pérou. On est d'accord. Ce sombrero n'a rien à faire là. Ce sombrero n'a rien à faire là. Alors en fait, on va découvrir assez rapidement que Fab Caro n'a jamais fichu les pieds au Pérou ni ailleurs. Il déteste les voyages, il a peur de l'avion. Donc c'est sa compagne, donc dans une mise en abîme, qui va venir lui dire mais qu'est-ce que c'est que ce sombrero ? Il n'y a pas de sombrero au Pérou. Ah bon ? Enfin, le type ne connaît rien au Pérou. Il a vaguement regardé un guide du routard et il est dans une escroquerie totale. Et alors, il va quand même continuer son carnet de voyage et en parallèle donc nous parler des réactions consternées, ces enfants qui ont honte à l'école, son éditeur qui dit mais ça ne marchera jamais, enfin voilà, et mettre en scène donc ce dialogue entre sa propre escroquerie et assumée et donc les réactions des autres. C'est extrêmement drôle et je trouve ça tout à fait formidable comme démarche, et ça me fait penser, oui, à Blaise Cendrars, dont les récits de voyage sont totalement relèvent vraiment de la mystification complète. Le type raconte ses chasses au lion, mais ce sont aussi peut-être ces écrits qui me touchent le plus, par exemple dans Polaroid, dans le recueil Polaroid, qui s'appelait avant Kodak, avant que la marque fasse un procès, ce que je trouve toujours très drôle. Voilà. Donc, où en étais-je ? Ah oui. L'écrivain qui se présente lui-même comme menteur, qui met en scène son travail de mystification, je trouve que ça apporte une ombre très rafraîchissante sur notre prétention à témoigner de quoi que ce soit, en fait. Et je suis très sensible à la poésie des choses fausses auxquelles on a pu croire à une époque, ou faire croire. C'est quelque chose qui me touche depuis les descriptions de monstres marins d'Hérodote, par exemple, ou la légende dorée de Thomas de Voragine, à laquelle il fait allusion. On parlait d'hagiographie tout à l'heure. Voilà, moi, ces moments incroyables où ils citent leurs sources, où ils comparent, où ils ont des scrupules, où ils peut-être que ce récit de miracle est un tout petit peu excessif. Il est possible qu'il n'y ait pas eu finalement... il n'y a eu peut-être que 48 résurrections ce jour-là. Mais ils sont très très précis. Et je trouve que voilà, c'est des leçons d'humilité constante dont beaucoup d'universitaires devraient s'inspirer. Voilà. Et les moments c'est très émouvant. Alors, je voulais vous parler d'un autre roman, voilà, La vie des saints de la cité, de la romancière polonaise Lidia Ameszko, qui est un livre que je trouve tout à fait incroyable, dans lequel elle s'est inspirée explicitement de Thomas de Voragine et de sa légende dorée, pour élever à la sainteté qu'ils méritent les habitants d'une cité ouvrière polonaise. En fait, le narrateur constate que les gens sont un peu déprimés autour de lui, donc ses voisins, ses amis, voilà pas trop la vie en rose. Il faut dire qu'il n'y a pas l'air d'y avoir tellement de quoi dans cette cité. Et donc, il va leur dire, mais non, en fait, vous êtes tous... il va leur raconter, il va les raconter comme des saints. Il va faire l'hagiographie de ses voisins, de ses copains de bistrot. Et il va les camper comme des saints d'aujourd'hui. Saint Patrick, dompteur du vide, la mère du champ, Lumpen Pipelette, Saint Riri le fraudeur, Saint Dormidor, chiffreur de rêves, Saint Adalbert, hacker, et bien d'autres. Une série de portraits incroyables. Et c'est lumineux, c'est touchant, c'est drôle. Voilà. Ça pourrait même donner de l'espoir dans l'humanité si on ne faisait pas un petit peu attention quand même. Soyons prudents. Voilà, c'est le même genre de rapprochement que vous pouvez trouver aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais par exemple chez Kuruma, chez Amadou Kuruma, En attendant le vote des bêtes sauvages. C'est plus cynique, mais voilà, il présente des dictateurs africains bien reconnaissables, mais il les présente sous les traits de figures surnaturelles. Il les raconte alors, comme des contes cette fois, comme des contes, des contes malinqués. Oh, je prends un risque, je crois. Voilà, et avec en les dotant, mais on les reconnaît, on reconnaît Mobutu, on reconnaît toute cette petite kyrielle de personnages. C'est formidable. Voilà. Alors, voilà pour les faussaires. Un petit mot des démiurges, parce que j'avais quand même prévu de parler d'Alain Damasio, c'était un peu dans le contrat.
Donc je vais le faire. Les démiurges sont aussi des romanciers qui me fascinent. Parce qu'ils créent un univers de référence. Donc là, la problématique du vrai et du faux, on prend un coup, parce que de toute façon, ils font leur propre univers de référence avec, voilà, donc ils vont jusqu'à restructurer le temps et l'espace, histoire qui va pouvoir venir leur dire quoi que ce soit, quoi. Enfin, les mecs sont intouchables. Donc, par exemple, ici, bien sûr, la horde de Damasio. Le chiffrage généralisé, alors un mot donc, sur Damasio, le décor dans lequel évoluent ces personnages fait l'objet d'un chiffrage généralisé très visible, très baudelairien. Je pense à Correspondance. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Donc il y a du symbole absolument partout, ça grouille. Et c'est illisible. Non, pas le roman. C'est indéchiffrable. Et toute prétention des hommes à essayer de déchiffrer et de comprendre ces symboles est à la fois voué à l'échec et en même temps le moteur de ce qui les tient debout. Alors ça, c'est quand même assez épatant. Par exemple, il y a une scène, je pense à une scène au chapitre 3 de La Horde du Contrevent, dans laquelle le scribe, Sauve, apprend, enseigne donc, le solfège des vents aux troubadours Caracol et à Coriolis, à la jeune Coriolis. Et en fait, les deux sont en train de flirter en même temps, donc il l'écoute qu'à moitié. Et puis lui est là, il leur fait part, il leur transmet une espèce de connaissance, de tradition extrêmement rigoureuse et tout. Et eux, en même temps, ils badinent, Caracol rit de tout. Et finalement, le soir, Caracol raconte la création du monde et la naissance du vent sous forme de conte. Et ce conte part dans tous les sens, il est totalement fou, il paraît totalement délirant. Et quand on arrive à la fin du livre, que moi je ne spoilerai pas, et quand on arrive à la fin du livre, voilà, on va pouvoir revenir éventuellement sur ce chapitre 3, relire ce qu'est le vent selon la tradition des scribes universitaires, et relire ce qu'est le vent selon le troubadour Caracol, et voir voilà, à quel point peut-être la réalité du vent était partagée entre deux. Donc je trouve que c'est une très belle chose. Quelqu'un qui fait ça extrêmement bien aussi, c'est Jeff Vandermeer. Jeff Vandermeer, lui, il attaque de front la problématique de la recherche dans son roman dont je ne vais à peu près rien vous dire parce que j'en suis incapable, c'est-à-dire que c'est vertigineux complètement. Donc c'est la trilogie du Rempart Sud qui commence par ce premier tome, Annihilation. Et dans la trilogie du Rempart Sud, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est question d'universitaire, il est question d'un laboratoire d'études, question de gens qui observent des gens. Sauf que à chaque tome, vous réalisez à quel point vous n'avez rien compris au début. C'est complètement déroutant. Ça rend un peu fou. En fait, on ne sait plus du tout qui observe qui. Il renverse le propos de manière assez vertigineuse et c'est assez paranoïaque aussi. Voilà, il accepte, comme Damasio d'ailleurs, le risque de perdre en route certains lecteurs. C'est quelqu'un qui prend le risque de l'opacité, qui prend le risque qu'on lâche en disant mais je comprends rien à ce foutu bouquin. Par moment, on ressent un petit peu ça. Mais ce risque-là, eh bien, en fait, il est aussi en soi une sorte de puissance narrative. Donc ça aussi, c'est un risque que je ne suis pas encore, en tout cas, prête à prendre. J'ai super peur d'ennuyer les gens. D'ailleurs, ça traîne là, non mais j'admire les gens qui savent faire ça, qui savent se délecter de dérouter le lecteur, de lui ôter tous ses repères, de leur substituer des données incertaines, des signes obscurs. Dans la trilogie du Rempart Sud, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on habite. Et les personnages, ni les personnages ni nous. C'est vraiment une expérience forte qu'on pourrait appeler une forme de performance. Voilà. Alors, ma propre formation universitaire, mais souvent précieuse lorsqu'il s'agit de brasser à un rythme appréciable des masses de documentation, par exemple, ou encore de construire des trames logiques, narratives, symboliques. Oui, mais... Voilà, où est le paradoxe du sourcier? Je suis donc affligée de différentes névroses documentaires.
qui font que quand j'essaye d'aller vers ce type de modèle-là, il y a des choses qui me retiennent. Voilà. Alors lesquelles ? D'abord, j'ai peur que mes sources transpirent. Vous savez, que ça fasse des auréoles sous les pages. J'ai peur qu'on me dise « Ouah, ça fait livre de prof ». Le cauchemar. Pourquoi, par exemple, ai-je mis si longtemps à écrire pour la jeunesse ? Moi, j'adore la littérature de jeunesse. J'ai jamais vraiment vu de frontières. Enfin, je lis Léo Liogne. Je parle même pas de littérature pour ados. La littérature, les albums pour la maternelle, je me les relis maintenant que j'ai plus d'alibi, mais je continue. J'adore ça. Simplement, par contre, je déteste ce que j'appelle les livres de profs. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas l'ensemble des livres écrits par des profs, loin de là. Ce que j'appelle les livres de profs, ce sont les manuels déguisés en livres. Vous savez, cette frange de la littérature de jeunesse, vous avez dû subir ça, dans laquelle, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, l'espèce de fil blanc narratif énorme, très gros, est un prétexte à transmettre des leçons aux jeunes gens. Le truc se passe au Moyen-Âge, mais en fait, quand vous regardez de près le sommaire, il y a un chapitre sur le servage, la chevalerie, la fauconnerie. Je ne vais pas citer de nom, tout le monde a reconnu. Bon, voilà. Alors, ce sont peut-être des outils, c'est peut-être très utile pour les profs d'histoire, je veux pas, mais en tout cas, c'est pas de la littérature. En tout cas, ce sont de mauvais livres, voilà, il faut le dire. Donc j'avais super peur de ça, j'avais très très peur de ça. Et il a fallu que je m'adresse à ma fille pour être sûre que je ne parlais pas à des élèves, en fait, et oser écrire pour des adolescents sans avoir peur de les prendre pour des élèves, ce qui serait quand même extrêmement méprisant en littérature. Donc, ai-je surmonté cette appréhension ? Non. Par exemple, dans Clark, ça m'a repris. Parce que dans Clark, c'est un... Clark, ouais, j'ai aussi mis les miens, bon, j'ai fait une seule page. Clark, c'est un roman d'apprentissage à sa manière, puisque donc, l'héroïne va former son fils à l'écoterrorisme. Donc, du coup, j'ai impitoyablement traqué à la relecture et gommé, peut-être à tort parfois, tout ce qui aurait pu me valoir ce reproche. Donc il y a de précieux conseils que vous n'aurez pas, mais enfin vous pouvez m'appeler sur vraiment les histoires d'amiante et tout. Enfin, je peux développer si vous voulez. Bon. Mais parce que j'avais peur de ça, j'avais peur que ça fasse vraiment petit guide pratique de l'écoterroriste débutant, l'écoterrorisme pour les nuls. Et tout. Ouais. N'est pas Jules Verne ou Pasolini qui veut, en fait. Voilà, moi j'ai pris à chaque fois, j'ai compilé des masses de documentation en vrac sur l'ensemble de mes livres, sur les moteurs de Jaguar XK, sur la zone de fret de l'aéroport de Bordeaux, sur les escadrons de la mort, sur les paradis fiscaux, sur les engins explosifs. Enfin, je peux vous faire une liste à la Prévert comme ça. À un moment donné, je me suis dit d'ailleurs que les RG allaient me tomber dessus parce que ça devenait bizarre, mes recherches Internet. Et j'aimerais vraiment disposer un jour de la puissance épique et poétique qui permet d'insérer des éléments aussi austères donc, dans une trame romanesque ouais, ok, j'accélère. Sans paumer les gens, voilà. Mais j'ai peur de perdre ma voix, j'ai peur de l'avoir infiltrée, déformée. J'ai peur aussi du syndrome de l'imposteur. Donc juste, Cannibal Tour, parce que j'avais promis que j'en parlerais. Cannibal Tour, c'est un exemple de comment j'ai essayé moi aussi de tout contrôler. Alors, j'ai pas inventé un univers entier, mais j'ai inventé une île avec son histoire, sa géographie. Je suis allée extrêmement loin, j'ai fait des horaires de marée, j'ai des trucs sur la pêche au gros. Je pensais tout à l'heure, moi aussi j'ai eu mon petit rayon du sport parce que j'ai eu une double page dans le magazine Predator, un magazine spécialisé dans la pêche en haute mer. J'étais hyper fière de ça. Vous avez eu le monde des livres, mais moi j'ai eu Predator, d'accord. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment et en fait j'ai fait les gens qui l'ont lu savent, sans vouloir trop en dire, que le personnage de l'anthropologue est important et en fait j'ai écrit pratiquement la thèse de cet homme pour justement réfléchir à la relation entre comment on analyse une culture et la question de la vérité, de la mystification sont vraiment à l'œuvre dans ce roman-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais prévu d'en parler plus que je ne peux le faire. En fait, là, j'arrive à un choix un peu... j'ai quoi là ? J'ai genre 3 minutes, un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que assez lâchement... en fait, je vais plutôt vous lire je vais plutôt passer à la lecture d'un petit extrait parce que
Vive la commune, c'est un recueil de nouvelles donc, pour lequel on m'a sollicité des nouvelles. On m'a demandé de nouvelles historiques. Alors ça me terrifie si vous avez suivi ce que j'ai dit, même si je suis passée un peu vite. Donc j'ai très très peur de ça. Là, non, mais je suis pas historienne, je vais dire des conneries, je vais faire des gaffes, des anachronismes et tout. Je vais me faire pourrir. Et en plus, la commune, ça m'impressionne particulièrement parce que c'est ma légende dorée familiale, personnelle. Oh mon Dieu, la commune. Et donc, en fait, j'ai pas réussi à écrire une nouvelle historique. Donc, j'ai envoyé un texte qui est une espèce de chose curieuse. J'arrête d'en parler, je vous lis, vous allez comprendre. En fait, je pense que ça résume un peu tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Ça s'appelle « 100 nouvelles de la commune ». J'en lis un extrait. Le soleil se lèvera bientôt sur la capitale où tu es né et où tu ne vis plus. 150 ans plus tôt, aurais-tu choisi de quitter cette ville ? Aurais-tu reçu de loin ses appels à l'aide et l'écho de sa souffrance par un ballon postal ou un pigeon, peut-être ? Sans doute y serais-tu resté. Et dans ce cas, qu'aurais-tu fait ? Qui aurais-tu été ? Tu renonces à trouver le sommeil qui te fuit, c'est une de ces nuits à fantômes, et tu pars rôder dans Paris. Sur le coin d'un comptoir de zinc à l'odeur de désinfectant, tu trouves à te faire servir un expresso et un croissant moelleux. Sous la commune, à compter du 3 mai 1871, par l'arrêté 222, fut interdit aux boulangers de travailler de nuit. Dis, toi qui goinfres ton croissant, qu'en aurais-tu pensé ? Aurais-tu salué un progrès social, ou plutôt fait la gueule en attendant tes 300 grammes quotidiens de pain noir ? Et aujourd'hui, qu'en penserais-tu ? Tu reprends la route le ventre plein. Aurais-tu eu souvent cette chance pendant le blocus ? Qu'aurais-tu été prête à faire pour apaiser ta faim ? Aurais-tu tenté de récupérer à la porte de Flandre un dindon passé sous la jupe d'une maraudeuse ? Te serais-tu contenté des vivres disponibles ? Aurais-tu acheté un rat à 3 francs, de la galantine de cheval à 8 francs ? Un consommé en boîte à base de colle de peau ? 50 centimes. Un merle chante dans le square qui jouxte la demeure de feu Adolphe Thiers, détruite pendant le siège puis reconstruite. Elle abrite la Fondation Thiers et sa remarquable bibliothèque dont s'échappent la plupart des revenants qui te hantent ce matin. La maison fut achetée par Adolphe, alors avocat au barreau de Paris, à la mère de la petite Élisa, qui avait 15 ans lors de leurs noces. Pauvre petite fille riche, qui allait voir son nom taché de tout ce sang. Qui sait ce qu'Élisa Thiers a pensé de la commune ? Peut-être a-t-elle tremblé de voir son époux signer de tels ordres. Peut-être s'est-elle juste désolée pour sa jolie maison. Est-ce qu'à sa place, dans de telles circonstances, ton rang t'aurait tenu lieu d'opinion ? Est-ce que ta naissance puis ton mariage auraient décidé de tout ? En aurais-tu souffert ? Ou te serais-tu félicité, comme certaines, de ne pas avoir à te salir avec cette vilaine politique ? Je l'ai dit et redit avec béatitude tout le long de ma vie, quel bonheur de n'être rien, c'est-à-dire de n'être que femme. De pouvoir, comme les enfants, traiter sans conséquence, penser tout et le penser tout haut, ignorer tout et porter sans contradiction sa robe d'ignorance. Quel bonheur de n'avoir rien à démêler avec le gouvernement du pays, ce difficile, si difficile maniement des esprits, avec les lanternes magiques des honneurs et de la politique. Ainsi s'exprimait, pas moi, vous aviez compris, ainsi s'exprimait dans les tablettes d'une femme pendant la Commune la citoyenne Blanche-Côte, qui prétendait écrire un livre neutre au son des mitrailleuses. Drôle de neutralité, en vérité, c'est l'un des textes anticommunards les plus virulents que tu auras lus. Tu ne prétends pas être neutre, mais tu ne te sens pas pour autant le droit d'écrire n'importe quoi sur la Commune. Tu es revenu à Paris pour te documenter. Tu projetais l'écriture d'une nouvelle noire. Tu recherchais dans les archives un fait divers, un destin remarquable, quelque chose de délicieusement humain que tu aurais pu conter de manière poignante. Tu visais un récit teinté de naturalisme, ponctué de petits faits vrais et relevé de traits d'esprit. Tu étais fier qu'on te demande d'écrire sur la Commune. À ce nom, tout ce qui coule dans tes veines de méritocratie républicaine n'a fait qu'un tour. Tu as bien fait tes devoirs, va. Tu as épluché des sites, compulsé des ouvrages. Tu as écumé le musée de Saint-Denis, rempli à la Fondation Thiers des quantités de petites fiches en Bristol rose. Tu as fait crisser des couvertures anciennes et coupé même les pages d'un livre jamais lu. Certaines reliures de viles factures te sont restées entre les doigts, mais tu n'as pas écrit de nouvelles. Alors ça continue après, ça continue en racontant toutes les vies que j'ai pas... Enfin, comme ça, par petites touches, des petits mini-portraits en une phrase de tous ces gens dont je n'ai pas su raconter la vie. Et voilà, et je me dis que ça va finalement vous en dire plus que je ne pourrais le faire autrement, de ce rapport très compliqué au document qui est le mien. Voilà, je sais, comme le disait hier Martine, je sais, oui, il y a des constructions, tout ça. Moi aussi, j'ai un petit peu lu Derrida à une époque, et je sais qu'il me constitue, qu'il me traverse, mais
quand je les vois ressortir, j'ai encore l'impression, je me dis, mais wow, c'est pas vraiment moi qui ai écrit ça. Et ça me pose encore un problème, mais je vais travailler là-dessus, quoi. Pour cesser de me demander si j'avais le droit d'appeler mon livre Le Temps des Hordes alors qu'il y avait déjà le mot chez Damasio, par exemple, hein. Ou pour me demander, juste je termine par une micro-anecdote qui me fait rire. Quand j'écrivais Même pas morte, j'ai entendu la voix, j'ai ma narratrice qui me parlait et moi j'écrivais sous sa dictée. Et je ne savais pas d'où me venait cette voix, c'était génial, c'était la transe, c'était les muses. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai relevé la tête, ça faisait quand même déjà... 3 semaines que j'écrivais toute la journée en profitant de mon congé maternité et pour écrire enfin un roman. Et donc il y avait entre moi et la fenêtre, il y avait 1 ou 2 livres, pas beaucoup, enfin quelques livres qui appartenaient à mon grand-père. Et à un moment donné, j'ai relevé la tête et j'ai bloqué. J'ai vu qu'il y avait La vieille qui marchait dans la mer de Frédéric Dard entre moi et la fenêtre. Et j'ai fait et j'ai failli tout arrêter. Ma carrière d'autrice aurait pu s'arrêter là. J'ai tout pompé à Frédéric Dard. Je suis une imposture. Voilà. Ne faites pas ça. Continuez. Je ne sais pas si on prend une question, par exemple. Non, on n'a pas le temps de prendre des questions parce que déjà j'ai abusé. Vas-y. Si vous avez des questions, vous me les posez après. On se connaît maintenant. Bon, ce qui brouille les pistes pour moi, c'est que on voit bien que là on est. Alors je sais plus je sais pas où est la limite, et si on est encore dans l'intermédialité, quand on est dans une sorte d'intermédialité génétique, enfin source, l'intermédialité formelle, ça quand il y a les deux arts ou la place du document, on le voit bien. Et chez Catherine Dorion et Martine Delvaux, que je voulais évoquer, c'était plus une intermédialité le plus souvent thématique, enfin au sens où on parle d'autres arts. Et la question que j'ai eu envie de me poser, mais alors vraiment, alors vous verrez si les étudiants de master et étudiantes, si vous faites de la recherche, souvent dans les colloques, il y a des gens qui disent j'aurais bien aimé développer, j'avais énormément de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Alors moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai pas eu le temps de finir ma préparation, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on fait des hypothèses en recherche et puis on essaie de les démontrer. Donc moi, je vais juste faire les hypothèses, comme ça sera parfait. En gros, la question que j'ai eu envie de me poser, c'est en quoi l'intermédialité a à voir avec l'intersectionnalité ou l'inclusivité. Est-ce que les œuvres intermédiales sont une forme particulièrement adaptée, accueillante, pas pour les questions féministes ou plus généralement intersectionnelles. Alors c'est pas parce que avec l'idée que peut-être le préfixe inter qui signale cette relation d'interdépendance entre les arts ou entre les discriminations pour l'intersectionnalité pouvait valoir pour ces deux mots. Parce que aussi, c'est le deuxième indice qui me faisait me poser cette question, un grand nombre de chercheurs universitaires expriment leurs réserves à l'égard d'un master, par exemple Arlette Civilisation Texte-Image à Poitiers, ou au CNU, des thèses de doctorat qui s'attachent à décrire les liens texte-image. Et ces réserves se formulent souvent sous la forme de « ce n'est pas une littérature pure ». Et je n'aime pas ce mot « pur », en fait. Je trouve qu'il a beaucoup trop de connotations et qu'il s'oppose à l'hybride, ou si jamais on est du côté des enjeux féministes ou de genre au queer, voilà, ce qui n'est pas facile à ranger dans une catégorie normée, ancestrale. Donc voilà, il y avait un arrière-plan institutionnel en fait à cette question-là aussi. Et puis le fait que le mot genre, voilà, cette hybridation générique, elle se retrouve aussi. Alors je me demande, tout ça, c'est des coïncidences et c'est ça qu'il faudrait que je creuse. L'autre indice ou élément, c'est qu'il y a une convergence historique du développement des deux notions, années 70-80. Et comme le rappelait pas mal Jean-Charles ce matin, et aussi Jürgen Müller en 2006, il importe de ne pas oublier que la notion d'intermédialité se développe dans des contextes sociaux, historiques, spécifiques. Elle est donc alliée non seulement à des pratiques médiatiques et artistiques et à leurs influences sur les processus de production de sens d'un public historique, mais aussi à des pratiques sociales et institutionnelles. Et donc il insistait sur l'idée qu'il faudrait peut-être se mettre à travailler. Je pense qu'il y a eu plein de choses de faites, encore une fois, je ne lis pas assez de choses dans le domaine, mais vraiment sur l'historicité de l'intermédialité, des formes intermédiales.
Donc ces formes intermédiaires, les inscrire dans un contexte social, politique, artistique, en constante évolution. Non pas seulement au niveau de la création, parce que ça c'est acquis, me semble-t-il, on suppose, mais de la recherche aussi, hein, qui parfois a eu tendance, et je pense que ce qu'apporte la réflexion sur l'intermédialité en recherche, elle apporte l'idée qu'il n'y a pas, encore une fois, des outils non historiques, anhistoriques de critique littéraire, et qu'on a tout intérêt à ce que nos outils de recherche évoluent, s'adaptent, se transforment en fonction des œuvres sur lesquelles on travaille. Et je crois que je lis beaucoup plus cette adaptation-là, qu'elle est obligatoire avec les œuvres intermédiaires. Par ailleurs, l'intermédialité crée une forme d'hétérogénéité formelle, en ce qu'elle s'oppose, cette hétérogénéité, à l'homogénéité. Alors vous voyez, c'est là que je ne sais pas si je dis des évidences ou je force les choses par des mots polysémiques très larges, hybridité, hétérogénéité, et ces éléments-là qui sont à la fois des éléments littéraires, formels, et puis des éléments politiques, sociopolitiques, liés à l'intersectionnalité. Je pensais par exemple à cette réflexion sur l'hétérogénéité qu'on trouve par exemple chez Leslie Kaplan, donc je la cite. La littérature est un art, c'est-à-dire pas n'importe quoi, elle repose sur une exigence de forme, en particulier une recherche de forme qui permette justement à cette liberté de se déployer. Une liberté qui soit faite d'inquiétude et de questionnement, qui tienne le de conflits, qui trouve des formes pour penser les conflits. C'est donc une recherche, et qui se fait en évitant des écueils, des directions qui mènent à des impasses, et qui me semble être de deux ordres. Premier écueil, c'est la littérature prof, une écriture qui se réduit à du discours explicatif, qui vise à ramener l'inconnu au connu, à se défendre de la surprise, de l'étonnement, de la rencontre, qui tombe dans des généralités, les explications, et qui laisse échapper ainsi le réel. Et deuxième écueil, une écriture qui vide le détail de son sens, qui réduit le détail à la condensation, le détail qui est une condensation du sens à l'anecdote dépourvue de sens, qui ramène le détail à l'insignifiant, à une trivialisation. La conséquence de ces deux écueils, donc, discours explicatif et refus du détail, enfin anecdote à la place du détail, c'est, selon Leslie Kaplan, pensée par cliché, par idée reçue, par lieu commun, une pensée homogène qui refuse l'hétérogène. Vous pouvez trouver tous ces textes théoriques de Leslie Kaplan sur son site internet, lesliekaplan.net. Donc l'intermédialité donne lieu forcément à une forme d'hétérogène, à ce qui n'est pas dans une certaine norme dominante, et cette norme construit les références. C'est cette norme qui construit par ailleurs des références en termes de genre, classe, race, donc tout ce qui est concerné par l'intersectionnalité. L'autre indice, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des œuvres qui m'intéressaient étaient des œuvres de plus en plus intermédiales, et ces œuvres m'intéressent parce qu'elles sont intermédiales et parce qu'elles posent ces enjeux intersectionnels. L'œuvre de Jean-Charles Macera, par exemple, qui aborde des enjeux surtout de classe et de genre. Celle de Lydie Salver, notamment, les textes les plus politiques de Lydie Salver sont ceux contre Di Passa, qui sont publiés dans la collection Minimale, où a aussi publié Jean-Charles. Et cette collection-là, elle est très riche en termes d'intermédialité et en termes de réflexion intersectionnelle. En particulier, donc, ces œuvres, parce qu'elles donnent place à un document politique, institutionnel, un matériau non littéraire, mais qui intègre l'œuvre. Alors pour en arriver un petit peu, un peu rapidement, à Catherine Dorion et Martine Delvaux, j'observais un petit peu ce qu'elles faisaient. On a beaucoup cité, Mathilde rappelait par exemple intégralement la citation de Lionel Ruffel, comme ça, sur la narration documentaire. Et ce qui me paraît intéressant dans leurs œuvres, alors Martine Delvaux, on a évoqué Thelma, Louise et moi hier, hein, sur le film Thelma et Louise, mais elle a aussi consacré, on n'en a pas parlé je crois hier, des travaux à la photographe Nan Goldin, en soulignant à quel point ce qui l'intéresse chez Nan Goldin, c'est ce féminisme intersectionnel, hein, qui travaillait aussi bien sur les opprimés, photographier les opprimés, les marginaux. Et elle crée une analogie très claire dans ce livre, comme elle fait souvent, hein, à la fois un objet de recherche et une analogie avec elle, en tant qu'autrice et chercheuse. Hein, voilà. Notamment au niveau des origines sociales, de la classe sociale, cette banlieue de briques rouges qui est le visuel de leur enfance à Nan Goldin comme à Martine Delvaux.
Donc c'est une œuvre qui pose joliment ça. Et donc ça c'est pour Martine Delvaux. Et ce qu'on constate, on en a discuté hier, aussi bien hier soir que hier après-midi avec Sophia, c'est que ce sont des œuvres, notamment Pompière et Pyromane, qu'on a évoquées, qui mêlent un certain nombre qui sont écrites par fragments. Et donc, voilà, je pensais à un exemple, alors j'ai vraiment pas le temps de le lire, page 98-99, où on a successivement une étude de Julian Morgans sur la pyromanie, qui va expliquer un peu le titre, puis une réflexion générale sur la place des grands feux dans la société, avec clairement une dimension intersectionnelle évoquée. Il faut quitter le paradigme de la guerre contre le feu pour tenter de comprendre la place des grands feux à l'intérieur d'une structure où sont associées différentes crises, celles des écosystèmes et du capitalisme, ces crises qui englobent tous les privilèges, toutes les dominations, toutes les inégalités, et qu'on ne peut isoler des crises dites naturelles. Puis, troisième fragment, à la suite de ce que je viens de vous lire là, donc une sorte de récit fictif, romanesque, qui est en fait une évocation d'une discussion entre sa fille et elle, qui ferait un feu, voilà, ensemble. Et au fond, c'est ça qui va justifier le titre, hein, Pompière Pyromane, puisque Pompière Pyromane, c'est l'idée qu'il faut prendre acte, garder la leçon du feu, et que, je cite ce passage que je trouve assez joli, si on recevait la leçon du feu, peut-être qu'on comprendrait mieux l'importance des groupes militants, leur rôle dans le maintien d'un équilibre social. Si on entendait la leçon du feu, peut-être qu'on saisirait mieux le rôle des jeunes filles en feu, l'importance de leur passion, la richesse de leur colère, la nécessité de leurs amours. On verrait comment elles mettent le feu au monde et comment elles travaillent aussi à l'éteindre. Nous avons besoin de vous, déesses des mouches à feu. Vous ne serez ni héroïne ni sauveuse, vous serez des allumeuses de réverbères. Donc, nécessité du feu là, et sa dimension politique, vous voyez, passe par des appuis de sources documentaires référencées, Julian Morgans et d'autres, une réflexion plus générale de l'ordre de l'essai, théorique un peu, et puis un récit un peu autobiographique, fictif, personnel, intime, avec sa fille. Et au fond, ce que Renouvelle réactualise dans l'intermédialité, donc dans ce rapport au document Martine Delvaux, c'est le genre de l'essai, tout simplement, au double sens du terme, l'essai comme autoportrait et l'essai comme réflexion générale, théorique, avec ses références à d'autres auteurs, d'autres autrices, à des événements. Alors peut-être le terme est trop englobant, ce terme d'essai, parce qu'on le confond parfois avec le traité ou avec d'autres formes comme ça de littérature plus didactique. Et donc ce que j'aime bien chez Montaigne, comme chez Martine, c'est que c'est pas tellement cette dimension-là qui est en jeu, c'est précisément cette articulation de l'autobiographique, de l'autoportrait, enfin de l'écriture de soi, on va dire, et de cette réflexion générale. Et là, c'est exactement ce qu'évoque Lionel Ruffel comme hypothèse des narrations documentaires, cet équilibre entre enquête sociologique et ses politiques, récit biographique, je reprends la citation. Et donc, la spécificité de cette démarche, c'est que par le genre de l'essai, au double sens du terme, encore une fois, on a une hétérogénéité générique, formelle, et une forme d'intermédialité dans la place accordée au document. Alors, pas visible, c'est pour ça que j'hésite, parce que c'est vraiment thématisé davantage. Ce qui me paraît intéressant aussi sur cette idée d'essai, si on le prend à ce double sens du terme, c'est que ça rejoue le mot d'ordre féministe, et notamment du féminisme intersectionnel, qui est que le personnel est politique. Et que finalement, c'est par ce format générique que s'exprime le mieux ce mot d'ordre. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une forme qui est adaptée à ça. Et puis, ce sur quoi on peut discuter, je m'interroge, c'est... Je reprenais le texte d'Adorno dans Notes sur la littérature, ça s'intitule L'essai comme forme. Et dans L'essai comme forme, et alors je le reprenais parce que Martine Delvaux y fait allusion dans le Boys Club. Elle écrit que
Adorno dit, alors il ne le dit pas vraiment, mais quand même, que l'essai est l'outil des dominés. Et donc, là, de nouveau, et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments dans le texte d'Adorno. Là, j'ai vraiment pas de temps, j'avais des petits extraits à vous lire, mais ça fait 20 pages. Hein, sur l'important, justement, Adorno revient sur la différence entre l'essai et le traité, et l'idée que l'essai n'est une forme qui ne cherche pas la vérité, à la différence du traité, qui ne cherche pas la totalité, et qui procède de manière expérimentale et fragmentaire, et qui vise la désobéissance aux règles orthodoxes de la pensée. Et c'est à ce titre-là aussi que je crée l'analogie entre cette forme essai, ainsi repensée, et les questions féministes et plus généralement intersectionnelles. Chez Catherine Dorion, dans Les luttes fécondes, c'est exactement le même dispositif. J'ai bien vu qu'il me reste 1 minute. Et merci Fanny. C'est exactement le même dispositif d'alternance permanente, d'anecdotes personnelles, de documents qui sont des interventions de journalistes à la radio, par exemple, sur des enjeux politiques, hein, des journalistes conformistes critiquant les étudiants et les étudiantes, par exemple, qui manifestent, et de sources, Durkheim, Alberoni, sur, par exemple, le fait, on en a parlé pas mal hier, cette idée de tomber en amour et en politique en même temps. Et donc, alterne en permanence ces documents tirés de l'actualité, encore une fois, des discours médiatiques, ces anecdotes personnelles et ces sources. Ce qu'ajoute Catherine Dorion dans son travail, c'est qu'elle crée vraiment des choses intermédiaires. Alors, pas seulement, parce que les luttes fécondes, même s'il y a des dessins, c'est plus des illustrations, mais c'est que ce livre-là, donc Les luttes fécondes, je vous incite à aller voir finalement une version antérieure qu'il y a en ligne, hein, sur YouTube, qui s'appelle La Révolution amoureuse, qui est un slam de 15 minutes à peu près, donc voilà, où finalement elle fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle prend ces différents éléments de l'essai que j'ai évoqué, mais ce qui est fascinant dans son travail, et ce qui m'a enthousiasmé, c'est que c'est à la fois un slam poétique, et ça a été fait le 26 septembre 2018 lors d'un meeting de Québec solidaire. C'est-à-dire qu'elle a réussi là une concentration assez inédite à mon sens, enfin si vous avez d'autres exemples ça m'intéresse, d'un meeting politique qui a fait qu'elle est devenue députée après d'ailleurs, enfin vraiment c'était dans sa campagne de députée, et qui est un slam poétique et qui donne après lieu à cet ouvrage, hein, on retrouve des analogies. Donc voilà, pour conclure, ce qu'apporte mutuellement intermédialité dans le recours aux documents ou à d'autres arts et intersectionnalité, c'est une revendication donc de l'hétérogène, je vous disais, un mode de pensée où le personnel est politique, ce qui permet à ces deux autrices, et c'est là que c'est une revendication vraiment des luttes intersectionnelles, c'est que cet équilibre-là, ce genre de l'essai, ces éléments-là qu'on retrouve, articulation du biographique, du général et du sourcé du document, permet systématiquement de montrer à quel point, justement, tous ces enjeux-là sont systémiques. Et c'est encore un des enjeux, on le sait, de notre historicité dans les luttes féministes, cette dimension, faire reconnaître la dimension quotidienne et y travailler, d'une part, et faire reconnaître la dimension systémique. Parce que sinon, tout le monde est d'accord. Mais pas là-dessus. Enfin, en tout cas, on ne voit pas beaucoup d'effets là-dessus. Donc, ce que Dorion et Delvaux font systématiquement, justement, c'est de prendre appui sur leur expérience personnelle ou des adresses à leurs filles pour décrire un état de la société actuelle ou à venir, et donc, à ce titre, assumer que leur expérience est révélatrice, conditionnée et d'un état de la société. Voilà. Or, ce caractère systémique, il passe par une pluralité des espaces de domination, on le sait, espace public, cinéma, théâtre, d'où le travail de Catherine Dorion comme chercheuse, cette fois, qui consiste en permanence à